Pour illustrer les bases anatomiques de la continence urinaire chez l'homme, il faut, sur une coupe sagittale du petit bassin, dont voici la face ventrale et la portion crâniale, remettre en place derrière la symphyse pubienne la vessie, avec l'ouraque vers le haut et vers l'avant, et avec les uretères vers l'arrière. La vessie et les uretères vont être constitués par une musculature lisse qui va se renforcer au niveau du col vésical pour constituer le sphincter interne de la vessie. Toutes ces structures sont sous la dépendance d'un plexus hypogastrique qui est embroché sur l'urtère et qui a une origine végétative double, à la fois ortho et parasympathique. En dessous de la vessie, après le col, l'urètre va être d'abord prostatique, engainé par la prostate avec l'arrivée des voies séminipares, puis l'urètre sera membraneux, bulbaire et enfin pénien. La prostate, qui enserre le sphincter lisse, va, par son pôle inférieur, reposer sur le plancher pelvien, sur l'entonnoir du releveur de l'anus, le levator ani qui constitue là la sangle du plancher pelvien et qui est inséré, entre autres, sur le noyau fibreux central du périnée en arrière. En dessous de ce plan, l'urètre membraneux va être entouré par un sphincter strié qui est dérivé du sphincter cloacal primitif, qui va être dans le même plan que le muscle transverse profond du périnée, et l'urètre sera ensuite l'urètre bulbaire avec le corps spongieux périurétral qui va se prolonger par l'urètre pénien et l'existence de muscles superficiels que seront le transverse superficiel du périnée, le bulbo-caverneux surtout, et accessoirement l'ischio-caverneux. Ces muscles sont volitionnels et sont tous innervés par les racines sacrées, le releveur de l'anus par la racine S4 et le sphincter strié ainsi que les formations périnéales superficielles par le nerf pudendal issu des racines S2, S3 et S4. Si ça ne marche pas, c'est que l'une de ces structures est altérée, soit dans sa constitution anatomique, soit dans son fonctionnement. La structure pariétale de la vessie nous la montre faite de deux portions très différentes. Tout d'abord, à la face dorsale, la zone du triangle de Lioto, la zone du trigone vésical, que voici représentée sur une vue partielle, avec le côté droit et la portion crâniale, marquée par l'arrivée des deux urtères, droit et gauche, urtères, dont nous allons montrer ici l'orifice d'abouchement en bec de flûte. Ce sont les fibres musculaires lisses longitudinales des urtères qui vont délimiter ce trigone vésical. Et ces fibres musculaires sont de trois types: les fibres externes, longitudinales, qui vont descendre jusqu'à l'aplomb du col vésical, les fibres internes qui vont constituer le muscle interurétéral de Bell ou bourrelet de Guerrier, qui est là marqué dans ce plan, et qui délimite chez le sujet âgé un récessus postérieur qui constitue le bas-fond vésical. Enfin, les fibres longitudinales moyennes vont s'entrecroiser dans ce triangle de Lioto pour constituer ce que Kalicher avait appelé le muscle trigonal. Voilà cette portion qui est d'origine embryologique différente, qui est wolffienne, qui a une structure vasculaire sur laquelle Gérard Bedoy et Vincent Delmas avaient insisté en leur temps, qui a une structure nerveuse et une commande nerveuse différente du reste de la vessie. Le reste du corps vésical va être constitué par le muscle détrusor uriné. Sur une vue de profil, voici dans le prolongement de l'ouraque vers l'avant, le sac vésical, la portion crâniale et la face ventrale, et la vessie qui reçoit à sa face postérieure les deux urtères.
le muscle détrusor uriné va être constitué par des fibres musculaires lisses qui sont de trois types. La couche la plus superficielle est une couche longitudinale qui va être répartie en trois faisceaux. Un faisceau ventral, périuracal, un faisceau dorsal, interurétéral, qui est le plus important, et deux faisceaux latéraux qui sont de consistance moindre, un à droite et l'autre à gauche. La deuxième couche musculaire lisse est une couche circulaire, moyenne, intermédiaire, avec des fibres qui vont aller en se densifiant au fur et à mesure que l'on se rapproche du col vésical, encore que le col vésical soit une structure qui appartient plus à l'urètre qu'à la vessie. Ces fibres circulaires, horizontales, doivent être incisées horizontalement afin de ne pas les léser. Enfin, la troisième couche musculaire lisse, interne, va constituer la couche grillagée des fibres qui sont plexiformes et qui vont avoir pour fonction principale d'assurer la vidange de la poche vésicale. Cette jonction entre le col de la vessie et l'urètre prostatique a donné lieu à de nombreux travaux. Et Gilles Vernet, le premier, avait insisté sur un schéma du col vésical marqué par l'hypertrophie des fibres annulaires circulaires, par l'enroulement en spirale des fibres longitudinales de la vessie qui venaient se mêler aux fibres longitudinales de l'urètre. Au contraire, Jung et Hayes avaient décrit à l'aplomb de ce sphincter cervical lisse du col de la vessie la réflexion des fibres longitudinales ventrales et des fibres longitudinales dorsales qui constituent ainsi autour du col une anse antérieure et une anse postérieure. Les fibres musculaires responsables de l'ouverture sont d'origine du détrusor sur la face antérieure et sur la face latérale. Elles sont d'origine trigonale sur la face postérieure. Et ces fibres vont ouvrir le col, vont augmenter l'angle alpha entre le bas-fond vésical et le col, l'angle alpha qui va donner ainsi l'entonnoir vésical, qui va donner ainsi aussi la fermeture des orifices urétéraux et empêcher le reflux urinaire dans les voies urétérales. L'urètre est donc dans un premier temps l'urètre prostatique avec l'arrivée des voies séminipares, puis l'urètre va être membraneux en dessous du plan du releveur de l'anus. C'est sur une vue périnéale dont voici la face ventrale et dans un premier temps la moitié gauche. Voilà la branche ischiopubienne et vers l'arrière la tubérosité ischiatique avec le foramen obturateur. L'orifice de l'urètre apparaît à ce niveau et va être entouré par le sphincter strié de l'urètre. Il s'agit d'une formation cloacale primitive de fibres annulaires, circulaires, et ces fibres vont être en rapport en arrière avec le noyau fibreux central du périnée. Sur ce noyau fibreux central du périnée vont également s'insérer les fibres transversales du muscle transverse profond du périnée. Le sphincter strié de l'urètre et le muscle transverse profond du périnée vont être emballés dans une aponévrose périnéale moyenne qui constitue ce qu'on appelle le ligament de Carcassonne. Et à l'intérieur de cette structure, que voici maintenant ombrée, on va décrire quelques fibres musculaires striées que Guthrie avait isolées, voulant en faire un muscle particulier qui porte son nom, le muscle de Guthrie. Voilà en arrière le transverse profond, voilà le ligament de Carcassonne, et celui-ci, à la partie antérieure, va s'épaissir pour constituer le ligament triangulaire de Henle, qui, avec le ligament subarcuatum, le ligament arqué sous-pubien médian, va isoler un espace dans lequel le système veineux dorsal de la verge va venir se drainer dans l'espace rétro-symphysaire. Ces structures, contenues dans ce plan périnéal, sont
en dessous du prolongement ventral de la fosse ischio-rectale, ici marquée par cette flèche en arrière, et ces structures vont être sous la commande neurologique du muscle pudendal issu des racines S2, S3 et S4, où la racine S3 va prédominer, contingent profond du muscle du nerf pudendal qui va également abandonner un contingent superficiel que nous allons retrouver dans un instant. Sur l'autre moitié droite de cette vue périnéale chez l'homme, nous allons retrouver, avec les structures osseuses, avec la tubérosité ischiotique, avec le foramen obturateur, le canal urétral qui va se prolonger vers l'avant et qui va se prolonger vers l'arrière pour donner le récessus bulbaire, le cul-de-sac bulbaire, entouré qu'est l'urètre à cet endroit par le corps spongieux péru-urétral. Ce corps spongieux va être rejoint à la face dorsale de la verge par le corps caverneux dont voici la racine qui est plaquée sous la branche ischio-pubienne qui vient se mettre à la face dorsale. Ces structures vont être en relation avec les muscles superficiels qui sont tout d'abord le petit muscle transverse superficiel du périnée qui est d'une consistance accessoire, mais surtout le muscle bulbo-caverneux qui vient s'insérer là en arrière sur le noyau fibreux central du périnée et le muscle ischio-caverneux. Ces deux muscles, le bulbo-caverneux et l'ischio-caverneux, vont ainsi délimiter dans le fond, comblé qu'est ce fond par le ligament de Carcassonne, par l'aponévrose périnéale moyenne, le classique triangle de la taille latéralisée. Et ces structures vont être recouvertes, elles, par l'aponévrose périnéale superficielle, que je vais partiellement représenter dans ce plan, l'aponévrose périnéale superficielle qui va ainsi délimiter avec l'aponévrose périnéale moyenne un deuxième espace celluleux dans lequel pénètre cette seconde flèche. Ces structures superficielles, le bulbo-caverneux, l'ischio-caverneux et le transverse superficiel du périnée, sont elles aussi sous la commande neurologique du nerf pudendal, la branche superficielle du nerf pudendal qui abandonne par ailleurs les rameaux sensitifs. À signaler que dans le plan du sphincter strié périurétral siège la glande de Mary Cooper dont le canal va s'aboucher dans l'urètre postérieur. Pour bien comprendre ces rapports, je vais mettre en place une coupe frontale passant par la loge vésicale et prostatique afin de repréciser tous les rapports pariétaux et les rapports vasculaires et nerveux. Sur cette coupe sagittale, sur cette coupe frontale, dont voici à la partie latérale l'os iliaque, marqué par le foramen obturé et la branche ischio-pubienne vers le bas. Nous sommes ici au-dessus dans l'abdomen, en dessous dans le pelvis. Le foramen obturé est fermé par la membrane obturatrice et nous avons sur les parois, dans le plan du muscle iliopsoas à la partie haute, le muscle obturateur interne à la partie basse. Ces deux plans musculaires sont recouverts par la même aponévrose qu'est le fascia iliaca à la partie haute et l'aponévrose de l'obturateur interne à la partie basse. La vessie se trouve dans la cavité pelvienne avec le col vésical, avec l'urètre prostatique, avec l'urètre membraneux et avec l'urètre bulbaire. Voici sur la vue de face la poche vésicale avec dans l'urètre prostatique le verrue montanum et l'abouchement des voies séminipares. La vessie présente à l'aplomb de son col son sphincter lisse et l'urètre, comme nous l'avons déjà décrit, dans un premier temps, va être prostatique, la prostate enserrant le sphincter lisse de la sorte. Le plan du releveur de l'anus, le plan du levator ani, le plan de la sangle des releveurs, l'entonnoir pelvien, va prendre insertion sur l'aponévrose de l'obturateur interne, en y déterminant d'ailleurs une arcade d'épaississement, l'arcade
du releveur de l'anus. Cette arcade va montrer par ailleurs la présence de l'aponévrose de recouvrement du levator ani qui va séparer ainsi la coupe du petit bassin en deux plans fondamentaux. Au-dessus, nous sommes dans la cavité pelvienne. En dessous, nous sommes à l'aplomb du périnée. Ce périnée va être dans un premier temps constitué par le sphincter strié de l'urètre, dont voici simulée la coupe transversale, sphincter strié de l'urètre, qui est contenu dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne. C'est au-dessus de ce plan que chemine le prolongement antérieur de la fosse ischio-rectale graisseuse. C'est dans ce plan, sortant du canal d'Alcock, qu'arrive le nerf pudendal qui va abandonner son rameau profond pour innerver le sphincter strié de l'urètre. Ce nerf pudendal sera bien sûr accompagné par les éléments trophiques, vasculaires, artériels et veineux pudendaux. À la partie la plus superficielle, nous allons retrouver sous la branche ischio-pubienne la section de la racine du corps caverneux de la verge, autour du bulbe urétral, le corps spongieux périurétral, et autour de ces deux structures, le muscle ischio-caverneux et le muscle bulbo-caverneux qui aura un rôle fonctionnel important dans la constitution du coup de piston de Janet, parce que c'est lui qui, chez l'homme, va vidanger l'urètre, le récessus postérieur de l'urètre. Ces structures sont recouvertes par l'aponévrose périnéale superficielle, l'aponévrose qui va par ailleurs envoyer un prolongement qui va attirer la peau pour déterminer ici le sillon génito-fémoral. Le plan superficiel du nerf pudendal vient maintenant assurer l'innervation de l'ischio-caverneux, du bulbo-caverneux et l'innervation sensitive de la peau de cette région antérieure du périnée. À la partie supérieure, rappelons l'esquisse de l'arrivée de l'urétère droit, surcroisé qu'il est par le canal déférent droit, la voie spermatique qui va plonger vers l'arrière, vers la loge prostatique. Nous sommes là, bien sûr, au voisinage des éléments vasculaires iliaques externes, l'artère et la veine iliaque externe. Nous sommes là au voisinage des éléments obturateurs, l'artère obturatrice avec les veines satellites. Le nerf fémoral est dans ce plan, le cutané fémoral latéral, le génito-fémoral et le nerf obturateur sont dans ce plan. Et sur le côté de la vessie, voici l'artère ombilico-vésicale et les branches de l'artère prostatique. Le péritoine va recouvrir la loge vésicale et va plonger latéralement pour constituer le cul-de-sac latéro-vésical, puis se prolonger par le péritoine pariétal, laissant bien sûr la voie séminipare et la voie urétérale urinaire en situation sous, extra et rétro-péritonéale. Voici le cul-de-sac latéral, latéro-vésical, qui va être sous-tendu là par la lame hypogastrique. Cette lame pubo-vésico-génito-recto-sacrée, ce fascia pelvis qui va s'appuyer vers le bas sur l'aponévrose du releveur de l'anus, qui va envoyer un feuillet qui va séparer la loge prostatique de la loge vésicale, qui va envoyer un feuillet pour isoler la loge prostatique et qui permet ainsi de rappeler l'existence d'une loge périviscérale, périvésicale à la partie haute, périprostatique à la partie basse, par rapport à l'espace paravésical, pelvis sous-péritonéal, marqué dans ce plan, espace dans lequel, au niveau de la loge prostatique, siègent les plexus veineux qui saignent tant lorsqu'on aborde cet ensemble. Voici donc sur cette coupe ces rapports fondamentaux des différents espaces de la vessie, de l'urètre prostatique, de l'urètre membraneux et de l'urètre bulbaire. L'innervation de la vessie et des voies urinaires va être le témoin de la complexité de ce système. Sur une vue dorsale, on voit là la face ventrale et la moitié gauche, marquée par la vessie sur laquelle vient s'embrocher en arrière l'urétère gauche. Nous allons, dans un premier temps, évoquer le plexus hypogastrique de Ovelac. Ce plexus
va être mixte, bien sûr. Il est embroché sur l'urétère. C'est une lame fenêtrée de 3 à 4 cm de long. Et ce plexus va jouxter l'arrivée de la voie séminipare avec la vésicule séminale et avec le canal déférent qui enfourche ici l'urétère dans sa portion subterminale. Ce plexus va recevoir des afférences ortho et des afférences parasympathiques. Ces afférences orthosympathiques siègent surtout sur la face médiale du plexus. Elles procèdent du nerf hypogastrique de Ovolac qui, lui, descend du plexus hypogastrique supérieur présacré de Ovolac, mais les afférences orthosympathiques viennent également des ganglions latéraux vertébraux sacrés S2, S3 et S4. Ces contingents orthosympathiques sont les plus volumineux. Les contingents parasympathiques sont constitués par les nerfs érecteurs Descartes qui empruntent les racines S2, S3 et S4, les racines somatiques qu'ils vont quitter pour aborder le plexus par sa face latérale, plus en rapport avec le mésorectum, avec la lame hypogastrique dans l'épaisseur duquel cheminent ces éléments nerveux. Et de ce plexus hypogastrique se détachent vers l'avant les nerfs vésico-latéraux, les nerfs vésico-médians, avec une anse périurétérale de Rüdinger, sur laquelle Brigitte Mauroy vient récemment d'insister, avec des rameaux déférentiels, avec des rameaux vésiculaires et avec des rameaux prostatiques. Bien sûr que lors des interventions, la section de tous ces filets va être à l'origine de troubles fonctionnels importants. Pour ce qui est de la sensibilité des voies urinaires, sur un premier schéma de profil où nous allons rappeler la vessie, l'urètre avec ses principaux segments et à la face postérieure de la vessie l'arrivée de l'urétère, l'urètre prostatique, l'urètre membraneux et l'urètre bulbaire. Nous allons remettre en place le sphincter lisse du col de la vessie et remettre en place le plan du levator ani, le plan du muscle sphincter strié de l'urètre et celui des muscles bulbo-caverneux et ischio-caverneux qui font partie du périnée superficiel. La sensibilité, dans un premier temps, est tout d'abord une sensibilité viscérale, splanchnique, qui est sous la dépendance de corpuscules contenus dans la paroi de la vessie, au niveau du col vésical, et ces corpuscules sont tous d'origine orthosympathique. Seul Ken Curé prétend qu'il y aurait des corpuscules viscérosensibles dans la paroi vésicale. À signaler également que par rapport au revêtement péritonéal, ces corpuscules de la sensibilité vont être importants pour capter la notion de distension vésicale. Les voies de la sensibilité vont alors passer par le plexus hypogastrique de Ovolac, embroché sur l'urétère, et de là vont gagner la chaîne orthosympathique latérovertébrale, lombaire et thoracique pour monter jusqu'au niveau de la moelle thoraco-lombaire, dont voici la coupe de la moitié. Ces branches afférentes de la viscérosensibilité vont à l'aplomb de T9 jusqu'en L4 constituer le centre viscérosensible de Leermans. Au contraire, la sensibilité somatique de la somesthésie d'une part, de la somesthésie extéro- et somatosensible, de la somesthésie proprioceptive d'autre part, vont dépendre pour les corpuscules de l'urètre, pour les corpuscules de l'urètre membraneux, de l'urètre bulbaire, de l'urètre pénien, mais également pour la sensibilité proprioceptive consciente et inconsciente du releveur de l'anus, du sphincter strié et du bulbo caverneux, de racines qui vont passer par le nerf pudendal. Le nerf pudendal qui va, à partir des racines S2, S3 et S4, véhiculer
ces influx somatosensibles de la somesthésie des esthésionneurs, la somesthésie thermoalgésique et discriminative, de la somesthésie proprioceptive consciente et inconsciente, faire relais maintenant à l'aplomb de la moelle sacrée, à l'aplomb des cordons postérieurs de la moelle sacrée. De là, les influx vont maintenant gagner les centres suprasegmentaires. Ces centres sont figurés sur un premier schéma de profil par l'hémicortex droit, avec la scissure de Sylvius, avec la scissure de Rolando et avec la projection ici du thalamus, recouvrant le tronc cérébral marqué par le pédoncule cérébral, le cervelet vers l'arrière, la protubérance et le bulbe. Les voies de la viscérosensibilité remontent donc orthosympathiques et vont traverser la substance réticulée du tronc. Ceci va expliquer pourquoi les lésions du tronc cérébral s'accompagnent de troubles mictionnels. Puis, les voies de la viscérosensibilité orthosympathique vont venir se projeter sur l'hypothalamus. De l'hypothalamus, ces voies vont, par l'irradiation du corps calleux en particulier, intervenir ici dans la constitution des centres associatifs vers le lobe préfrontal pour la mémoire viscérale splanchnique. Pour ce qui est de la sensibilité somatique, celle-ci va remonter en traversant elle aussi la réticulée du tronc, réticulée de la sensibilité extéroceptive, de la sensibilité proprioceptive consciente, et cette sensibilité va faire relais dans le thalamus, puis après un relais dans le thalamus, va se projeter à l'aplomb de la pariétale ascendante pour la somesthésie extéroceptive et à l'aplomb du carrefour pariéto-temporo-occipital pour la sensibilité proprioceptive consciente, à l'aplomb du schéma corporel. C'est également à partir de ces images, qu'elles soient proprioceptives conscientes ou extéroceptives, que vont s'intégrer les voies de la mémoire urinaire. Pour ce qui est de la motricité, les voies de départ vont se trouver sur l'hémicortex ici gauche, avec toujours le thalamus supposé vu par transparence, le pédoncule cérébral, la protubérance annulaire et le bulbe rachidien avec le cervelet vers l'arrière. Et les premières voies de la motricité sont des voies de la motricité splanchnique orthosympathique, situées à l'aplomb de l'hypothalamus, avec deux centres que l'on a décrits, un centre antérieur qui serait excitateur et un centre postérieur qui serait inhibiteur pour les sphincters de la vessie. De là, ces voies vont descendre par le faisceau tectospinal, vont traverser bien sûr la substance réticulée descendante du tronc, vont se trouver en relation avec certains noyaux orthosympathiques comme le noyau du pneumogastrique qui explique l'apnée qui accompagne souvent le début de la miction, puis ces voies vont descendre dans la moelle thoracique où nous allons les retrouver donc avec la coupe de la moelle thoraco-lombo-sacrée et à la partie inférieure, donc la vessie, avec en arrière l'urtère, l'ouraque en avant, le col de la vessie, le sphincter du col vésical, l'urètre prostatique, l'urètre bulbaire et l'urètre pénien. La formation orthosympathique, la structure orthosympathique, qui est donc descendue depuis la moelle cervicale, va à l'aplomb du centre de T9 jusqu'en L4, jusqu'à l'aplomb du centre de Leermans, ici, donner des voies qui vont ensuite quitter par la chaîne orthosympathique latérovertébrale pour gagner le plexus hypogastrique, qui est embroché sur l'urtère, et de là, envoyer des fibres
qui vont avoir un rôle différent pour le corps de la vessie et pour le col de la vessie et le trigone. Sur le col de la vessie, ces fibres sont inhibitrices. Sur le col de la vessie, ces fibres sont facilitatrices. Sur le corps de la vessie, ces fibres sont inhibitrices. C'est le système de la réplétion du remplissage. Son altération va entraîner la non-ouverture du col vésical. La voie de la motricité splanchnique parasympathique va dépendre d'un centre qui est situé dans la colonne spiralée de la ruelle de la moelle sacrée, à l'aplomb des racines S2, S3 et S4, constituant le centre vésico-spinal de Budge ou le noyau 10 d'Onulf. Ces racines parasympathiques vont emprunter les racines somatiques du nerf pudendal, du nerf honteux interne, qu'elles vont ensuite abandonner pour gagner le plexus hypogastrique, plexus mixte, et de là, ces fibres auront un rôle opposé, antagoniste à celui du système orthosympathique. Les fibres parasympathiques sont au contraire facilitatrices, excitatrices pour la vidange de la vessie, pour la contraction du détrusor. Elles sont au contraire inhibitrices pour lever la fermeture permanente du col vésical. À signaler que dans la paroi vésicale, il existe des fibres d'autocontraction, les nexus, qui expliquent la vessie autonome lorsque toutes les voies neurologiques sont coupées. Pour ce qui est de la motricité somatique, elle va dépendre, dans la partie supérieure, de la frontale ascendante, dans la région du lobule paracentral, au voisinage de la zone de la hanche, expliquant la position différente de la miction chez le petit garçon et chez la petite fille. Puis ces voies vont descendre, vont traverser la substance réticulée somatomotrice du tronc cérébral. Elles vont, à la sortie de la moelle cervicale, entrer en relation avec, à l'aplomb de C4, le noyau du nerf phrénique pour intervenir dans la commande du diaphragme et expliquer la poussée mictionnelle qui met en relation ce muscle respirateur. Puis ces voies somatomotrices vont descendre dans la moelle thoracolombaire et à partir de T10 jusqu'en L2, L3 vont maintenant entrer dans l'innervation des muscles pariéto-abdominaux qui interviennent aussi dans la poussée mictionnelle. Puis, arrivés à l'aplomb de la moelle sacrée, ces fibres somatomotrices volitionnelles vont emprunter le nerf pudendal et vont venir ainsi commander les structures que sont le releveur de l'anus, qui reçoit principalement ces fibres motrices de la racine S4, puis les muscles sphincters striés de l'urètre et bulbo et ischio-caverneux, qui reçoivent des nerfs pudendaux superficiels et profonds, où la racine S3 semble prédominer leur commande neurologique motrice. Voilà ainsi résumé sur ces tableaux les afférences. L'ordre des interventions qui vont porter sur la loge prostatique, vésiculaire et vésicale, il est bien évident que les structures musculaires sont souvent altérées. En particulier, le sphincter strié de l'urètre va remonter sur la face antérieure de la prostate, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est au cours du 4e mois de la vie intra-utérine que la prostate s'est développée au sein même du sphincter cloacal. Dans les interventions qui vont porter sur la vessie et sur l'urtère, le plexus hypogastrique risque d'être lésé. Enfin, dans les interventions de la loge postérieure rectale, dans les cancers du rectum, dans l'envahissement du mésorectum, les afférences végétatives vont être altérées. Il faut le plus possible essayer de préserver ces fibres afférentes. Et il faut préserver en particulier le nerf pudendal et la racine S3, qui est celle que l'on électrostimule le plus souvent. Par cette racine S3, vous le voyez, passent des influx somatiques, des influx parasympathiques, qui expliquent peut-être les variations des résultats enregistrés. Il faut absolument préserver ces racines, car c'est la seule chance de récupération dans une intervention qui a détruit au-dessus la loge prostatique et le sphincter lisse. Voilà comment se présentent ces bases anatomiques de la continence urinaire chez l'homme.